Il s'est tenu le 6 juillet 2024 à Niamey la première conférence de chefs d'État de pays membres des États du Sahel après l'euphorie des images qui ont circulé sur les réseaux intéressant nous à l'essentiel, donc le contenu des 5 pages du communiqué final de ces assises que j'ai réussi d'avoir. D'abord, c'était quoi l'objectif de cette rencontre? Avec comme thème l'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité était à l'ordre du jour. La géopolitique de la sous-région ouest-africaine, la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance, rendre effective l'Alliance des États du Sahel et enfin les questions de développement. Sur la géopolitique, les 3 présidents ont responsabilisé la CEDEAO sur les tensions actuelles entre les nations et les peuples dans la sous-région, condamnant les sanctions économiques injustes et illégales contre leur pays, mais également les projets des agressions militaires contre eux et ont enfin félicité les populations pour leur résilience dans cette période du recul. Sur le terrorisme, ils ont insisté sur le téléguidage des attaques terroristes, exprimé leur soutien aux familles des victimes, salué la bravoure des soldats des 3 pays, se sont félicités aussi des résultats positifs des missions conjointes par leurs 3 armées contre le terrorisme, félicité les Mali pour la réunification de son territoire par la récupération des Kidal et ont promis d'éradiquer ces fléaux que le terrorisme dans le Sahel. Concernant l'effectivité de la confédération, c'est fait, les 3 pays constituent désormais une confédération dénommée Confédération de l'Alliance des États du Sahel ou Confédération AES en abrégé. Dans leur confédération donc, il y a déjà une force conjointe des États du Sahel permanent de lutter contre le groupe armé terroriste, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles ces 3 pays font face. Désormais, sur le plan diplomatique, les 3 pays parleront d'une seule voix. Ils ont promis de mettre en place de manière urgente une politique de libre circulation. Et sur le plan du développement, il a été décidé de mutualiser leurs moyens pour des projets notamment d'agriculture, d'environnement, d'énergie. Il a été décidé également la création d'une banque de développement et la mise en place d'une stratégie de communication efficace sur les réseaux comme sur les télévisions nationales et privées avec l'utilisation accrue des langues nationales. En Mauritanie, les citoyens noirs sont enlevés de leur domicile par des forces de sécurité conduits dans des lieux inconnus pour être torturés, parfois à mort. La société civile parle de 6 morts, la connexion Internet est coupée. Mais pourquoi? Je vous explique. Tout commence à la publication des résultats présidentiels du 29 juin qui ont donné le président sortant Mohamed Ould Cheikh Ghazouani vainqueur au premier tour avec 56,12%. Derrière lui, le premier opposant au régime Biraman Da Abeid, 22,10% de voix. Des résultats logiquement contestés car ces scrutins étaient pleins d'irrégularités. Les populations majoritairement noires vont sortir pour signifier leur boycott aux résultats. Ils seront gaziers, violentés, arrêtés, tués et comme si cela ne suffisait pas, les policiers font du porte-à-porte embarquant de garçons et hommes des familles noires, les tortures, certains succombent à leur douleur, d'autres sont encore dans le coma. Le bilan officiel fait état de 3 morts, mais la société civile qui hier a parlé de 5, aujourd'hui évoque 6 morts. Et pour cacher au monde tout ce qui se passe au pays, le président a ordonné la coupure de la connexion Internet. Pour ceux qui ne savent pas, la Mauritanie, c'est pays du nord-est du continent et l'un des derniers pays au monde à pratiquer l'esclavage. Plus de 90 000 Noirs sont esclaves dans ces pays. La Mauritanie a seulement en 2007 pénalisé l'esclavage qui du reste continue de se pratiquer sous le nez de l'Union africaine dont la présidence est occupée actuellement par le président mauritanien. Alors, comment est-il possible? Il y a dans ces pays 3 groupes de peuples. D'abord, des ethnies noires dans lesquelles on retrouve les Halpulaar, les Soninké, les Wolofs et les Bambara, considérés comme des autochtones. Deuxième groupe, le Haratin, descendants d'esclaves noirs et enfin de Bidra, d'origine mixte arabo-berbère. Vous comprenez que les Noirs sont majoritaires dans ces pays. Mais paradoxalement, les Berbères détiennent tout le pouvoir économique et politique. Pour la petite histoire, nous sommes dans les années
80-90, un conflit frontalier éclate entre la Mauritanie et le Sénégal. Le gouvernement mauritanien de l'époque, dont les membres sont toujours aux affaires, va commettre un génocide sur les populations noires du pays qui seront exécutées, violées, déportées vers le Sénégal, leurs terres données aux Berbères dans le but d'arabiser le pays. Un autre problème de ces pays, c'est la religion. La Mauritanie est un État islamique et dans cette religion, l'on est d'abord musulman avant d'être ce que l'on est. Donc, le Mauritanien noir reste passif sous prétexte que les Berbères qui les esclavagistes sont d'abord leurs frères musulmans avant d'être leurs bourreaux. Merci Mahatma Idriss Déby Itno, visé par une enquête par la justice française. Le parquet national financier français a ouvert une enquête préliminaire depuis janvier 2024 pour détournement de fonds publics et recel. Une enquête que la presse révèle seulement le mardi 2 juin. Elle vise donc le président tchadien nouvellement élu. Alors, qu'est-ce que la justice française reproche-t-elle à Déby Itno? Ses dépenses vestimentaires. Oui, vous avez bien entendu, le président tchadien aurait dépensé, tenez-vous bien, 900 000 € à Paris dans le shopping des costumes, chemises et autres vêtements de luxe. Cet argent serait donc du contribuable tchadien. Je vous avais déjà d'ailleurs parlé de cette affaire qui a été révélée par la presse française Mediapart. Il est soupçonné de biens mal acquis comme la famille Bongo Sassou Nguesso Nguema. Mais pourquoi l'ouverture de cette enquête tombe-t-elle en janvier 2024? Il y a de quoi s'interroger sachant que c'est au courant de ces mêmes mois de janvier 2024, précisément le 24, que Mahatma Idriss Déby Itno avait été reçu au Kremlin par son homologue russe et avait dit, je cite, « Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami. » Le 6 mai, Maxime Chougalet, directeur d'un groupe russe de réflexion et proche de Wagner pendant un temps, était en visite au Tchad. Le 5 juin, c'était au tour de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, d'arriver à Djamena pour renforcer et actualiser les accords militaires entre les deux pays, disait-il. Et son homologue Abderrahmane Koulamala déclarait quant à lui que son pays était l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucun autre pays, indiquant que le Tchad était un pays souverain et s'est lié au pays qu'il veut. Un petit détail encore, la Russie était le premier pays à féliciter Mahatma Idriss Déby Itno pour sa victoire à la dernière présidentielle. Pensez-vous que la France envoie un signal fort à son protégé? J'ai voulu en commentaire. Au Bénin, le plus grand hôpital du pays et le port autonome de Cotonou, le poumon de l'économie nationale, était dirigé par les Européens par manque de compétences sur place. Les Béninois sont des incompétents. L'affirmation ne vient pas de moi. Et nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous accorder, pour nous apporter de la compétence tout de suite parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Nous sommes en 2016, 20 jours exactement après son élection. Le président béninois, donc fraîchement élu, implore l'expertise française auprès du président français de l'époque, François Hollande. C'est dans cette logique qu'il va, en 2017, réformer les secteurs portuaires, confiant la gestion du port autonome de Cotonou au port belge d'Anvers. Et le belge Christian Desblocs sera nommé directeur général. Après lui, le port sera dirigé par Joris Albert, parti en retraite en 2023, et Bart Van Eno prend les commandes de la direction générale du port autonome de Cotonou, Grégoire André, directeur des infrastructures, Vincent Birno, directeur de l'audit interne et du contrôle financier, Christophe Van den Braden, directeur commercial de marketing, tous des nationalités belges. Quelques années après, le président Talon déclare qu'il y a un peu d'évolution sur les capacités des Béninois à diriger la chose publique. Est-ce que désormais, depuis quelque temps, j'ai une autre vision, un autre regard sur la compétence au Bénin? Et je vais le répéter, je n'ai pas de gêne à cela. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétences. Aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. S'il reconnaît que son peuple commence à peine à sortir de l'incompétence, ils sont cependant pas capables de diriger les nouveaux centres hospitaliers internationaux des Calavi chic.
La formation sanitaire porte bien son nom avec une architecture moderne et ses équipements à la pointe de la technologie. L'hôpital est sans doute parmi les meilleurs de la sous-région. 436 lits répartis, dont 18 spécialités qui, à leur tour, sont regroupées en 8, notamment réanimation, cardio-métabolisme, oncologie, neurochirurgicale. Durée des travaux, 4 ans. Mais heureusement ou malheureusement, c'est long, aucun Béninois n'a les aptitudes nécessaires pour diriger cet hôpital. En tout cas, si le gouvernement béninois ne l'a pas dit ainsi, mais la nomination mercredi 3 juillet par le Conseil de ministres de la Française Catherine Istin à la tête de Chic n'est pas loin de cette affirmation. La Française était jusqu'à sa nomination la directrice des départements à la direction des finances, de l'investissement et du patrimoine à Assistance publique aux hôpitaux de Paris, qui est le partenaire du nouveau hôpital béninois. Avant de nous quitter, intéressons-nous au coût financier de cet ouvrage. Le 5 février 2020, le ministre de l'économie et des finances béninois signe un prêt avec le groupe français Société Générale d'un montant de 175 millions d'euros, soit environ 115 milliards de francs CFA, pour la construction et l'équipement de ces centres hospitaliers. Temps de remboursement, 11 ans, taux d'intérêt 4%. Est-ce que dans leur deal des financements était-il prévu que la partie française dirige l'établissement? Je ne saurais l'affirmer. Prenez soin de vous et du continent aussi.